Actualité, news, informations concernant le club de Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. L'équipe, aujourd'hui, nous allons discuter mercato concernant plusieurs postes et notamment le poste de gardien de but parce que ça a été demandé. Donc, je vais en parler aujourd'hui. Je vais parler du poste de gardien de but. Aussi, on va revenir sur certains rumeurs qui est sorti. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça donne beaucoup de force et du courage. Mais ça soutient aussi énormément la chaîne. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, ce mercato, les gars, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ce mercato. Ok, on a l'habitude de ce genre de mercato, un mercato où on observe beaucoup d'ennuis, on le ressent, c'est même pas drôle. Manchester United est censé être une équipe qui a terminé 15e. C'est même pas censé, on a terminé 15e de PL. Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi on met beaucoup de temps à recruter des joueurs? Vous voyez par exemple, je prends l'exemple de City, de Liverpool, des équipes, un qui est champion de Première Ligue et un qui finit dans le top 4. Ces équipes-là, ils ont fait un bien meilleur mercato que Manchester United. Niveau recrue, ils n'ont pas hésité à sortir le chéquier, à recruter. On veut Wirtz, boum. On veut Serki, boum. On veut Ryan Aït-Nouri. Vous voyez ce que je veux dire? Ils mettent le chéquier, alors que c'est déjà des équipes où c'est déjà des équipes qui est faites pour la gagne. Et t'as Manchester United qui a fini 15e de Première Ligue et jusqu'à maintenant on n'a signé que 2 recrues. Vous voyez ce que je veux dire? La reprise, les gars, c'est le 7. C'est le 7 la reprise. Et Ruben Amorim a besoin de ces gars pour cette préparation d'avant-saison. Je l'ai dit à plusieurs reprises, pour inculquer le style de jeu, la vision de jeu, le système. Mais aussi, c'est pour aussi se créer des automatismes entre joueurs, pour avoir une sorte de connexion. On a une grosse début de saison qui arrive, les gars. Une très très grosse début de saison qui arrive. Et on ne peut pas se permettre de prendre beaucoup de temps pour recruter des joueurs. C'est pour cela, j'ai confiance au board. Encore une fois, j'ai confiance. Les choix qu'ils ont fait, je trouve que c'est ultra intelligent. Mais pour moi, ce qui ne me plaît pas, c'est le temps qu'on prend pour faire des signatures. Parce que les gars, si on est censé avoir un plan, c'est chose qu'il répète à chaque fois, enfin, que Beralda a répété, on a un plan. Si vous avez vraiment des plans, les gars, les recrues doivent arriver ultra tôt. C'est ça qui me plaît pas dans ce board-là. J'ai confiance au board. Les choix, je trouve que c'est cohérent, c'est justifié, c'est des bons joueurs qui vont apporter leur expérience, leur vécu, leur volume de jeu directement à Manchester United. Là, maintenant, c'est pas des petits paris que on avait tendance à faire par le passé. Là, c'est des joueurs confirmés. Et ça, j'aime beaucoup. Et je sais que ces recrues-là, ça va faire du bien à Manchester United. Mais encore une fois, pourquoi ça prend beaucoup de temps? Parce que jusqu'à maintenant, les gars, on n'a pas l'officialisation de Bemo. Certes, on a l'accord avec Brentford, mais ça travaille encore sur les accords, comme j'avais dit la dernière fois. L'accord, ils sont en train de travailler dessus, sur les manières de payer, etc. La visite médicale du joueur est prévue la semaine prochaine. Il y a des sources qui en parlent de cela. Donc maintenant, Manchester United, après la signature de Bemo, on va se tourner vers un attaquant. Est-ce que l'attaquant, il va venir avant le 7? Est-ce qu'il va venir avant le 7? Sachant que le 7, les gars, c'est dans 2 semaines. Est-ce qu'il va venir avant le 7? Est-ce qu'il va avoir le temps de partir avec Manchester United en prépa d'avant-saison?
Il faut accélérer les choses. Là, je vois des rumeurs qui disaient quoi? Que Manchester United déjà compte sur des ventes pour pouvoir recruter un numéro 9. C'est dans ces moments-là que je me dis, les gars, que une vente de Bruno Fernandes, si il avait accepté Al Hilal, si on a fait comprendre à Bruno Fernandes qu'il devait partir parce qu'on n'avait pas d'argent, ça aurait fait du bien. Et je suis sûr, avec cette vente-là, on aurait eu tous les recrues qu'on voulait ultra tôt. Parce que là, c'est problème d'argent. Le numéro 9, il faut compter sur des ventes. C'est-à-dire, imaginez un coup. Si dans un mois seulement, c'est là qu'on arrive à vendre quelqu'un, c'est seulement là qu'on peut recruter quelqu'un, un numéro 9. Et ça me déçoit énormément. Si cette rumeur-là est vraiment vraie, les gars, il fallait absolument vendre Bruno Fernandes. Ça, on peut se mordre les doigts sur ça, hein. Sur cette décision-là, on peut se mordre les doigts. Donc j'espère vraiment que tout a été calculé. Encore une fois, pour le moment, Amorim, il a la carte de sécurité, le soutien du board, etc. Mais les gars, le début de saison qui s'annonce là, ça va être compliqué pour lui si le board ne le soutient pas. S'il n'a pas le soutien du board. Parce qu'on n'a pas les joueurs capables d'évoluer dans le système de jeu de Ruben Amorim. Ça, on le savait depuis longtemps. Et il faut lui fournir ces joueurs-là. Donc voilà. Après, j'entends les gars, j'entends que quand on me dise oui, mais Manchester United veut accélérer les choses pour le prochain exercice comptable. C'est-à-dire à partir du fin du mois. C'est là qu'on va avoir nos recrues sur recrues. Ça, j'entends parler de cela, les gars. Mais en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait faire des préaccords. Comme on avait fait avec Cunha, les discussions ont débuté avant le mercato. Arrivé la période du mercato, tout est déjà d'accord. On se met déjà d'accord avec le joueur, on se met déjà d'accord avec le club, et comme ça, arrivé le jour J, c'est-à-dire le 1er juillet, on va les payer. On doit jouer sur ce quart de préaccord si Manchester United veut enregistrer ses achats pour le prochain exercice comptable. C'est-à-dire que on va aller voir, je sais pas, Hugo Ekitike, on va négocier avec lui pour le salaire, on va négocier avec Francfort pour le prix du transfert, et après on va le dire, on va le payer pour le 1er juillet. On va faire pareil, par exemple, si c'est pas Ekitike, Gyökeres et tout, etc. les gars. On fait pareil pour le milieu de terrain. On va aller voir la personne, on va négocier avec son club, avec le joueur, et on se met d'accord avec lui pour payer le 1er juillet. Il faut jouer avec ces cartes-là, si c'est vraiment... C'est pour ça, les gars, que je dis, oui, ok, Manchester United veut enregistrer ces venues-là pour le prochain exercice comptable, mais dans ces cas-là, il faut jouer la carte sécurité. Comme ça, on va avoir du 1er au 7 pour les acheter, pour venir voir le club. On a négocié, tout est bon, on est venu payer la somme. Boum, on enregistre le transfert. On va voir le prochain. On a discuté, on s'est mis d'accord, etc. pour la somme, voilà. On est venu payer. Boum, on enregistre sur le prochain exercice comptable. Je pense que c'est possible ça. Je pense que c'est possible. Parce que rien ne nous empêche justement d'aller négocier en avance un joueur pour le payer le 1er juillet. Rien ne nous empêche de faire cela. Vous voyez, ça c'est une genre d'idée que je balance comme ça. C'est une solution. Mais on fait rien. Voilà les gars. Maintenant, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre avec vous. Premier commentaire, ça vient de Paul Boyd. Du coup, il nous dit que pour lui, on a besoin de l'expérience dans le milieu de terrain. Comme par exemple un Kimmich peut faire ça. C'est-à-dire, par exemple, Joshua Kimmich, en fait, c'est pour Paul Boyd, ça peut être un profil idéal pour le milieu de terrain. C'est un profil expérimenté et surtout, il est bon. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Kimmich, c'est vraiment un joueur très très intéressant. Mais Kimmich, il va jamais venir chez nous maintenant. Il va préférer rester au Bayern.
Et surtout, Manchester United ne joue pas la LDC. Je le vois mal quitter un Bayern pour rejoindre Manchester United. Évidemment, d'autres solutions à cela, joueurs d'expérience, j'en avais discuté hier dans ma dernière vidéo, Thomas Partey, libre de tout contrat. Lui, je pense, on peut le faire ce dossier-là. Mais voilà, encore une fois, un profil expérimenté aussi. Moi j'ai des doutes. Pourquoi je dis cela? Parce que est-ce qu'ils vont avoir les jambes pour couvrir? Et c'est pour ça, les gars, que je voulais la vente de Bruno Fernandes. Parce que, pour moi, trouver le profil idéal, compatible avec Bruno Fernandes, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Moi, je voulais vraiment deux milieux de terrain compatibles, qui sont tous les deux capables de bien défendre, comme bien faire le jeu. C'est exactement ce profil-là qu'il avait Ruben Amorim avec le Sporting. Un plus destructeur du même style qu'un Ugarte et un du même style qu'un Ederson. Et là, ça fait du beau jeu, ça gagne des duels et surtout un match, ça se gagne au milieu. C'est comme ça, les gars. Combien de fois la saison dernière j'ai expliqué l'importance des duels gagnés au milieu du terrain. Et j'ai même prouvé à chaque match. Quand il y avait victoire, j'ai prouvé. Regardez les nombres de duels gagnés. Quand il y avait défaite, j'ai dit, regardez le nombre de duels gagnés. Ça démontre que un match, ça se gagne au milieu du terrain. Quand tu gagnes les duels, tu as plus de chances de gagner un match. Donc oui, un profil expérimenté, ça me plaît bien. Mais encore une fois, est-ce qu'il va avoir les jambes? Est-ce qu'il va être compatible avec Bruno Fernandes? Encore une fois. Oui, les gars, je remets beaucoup en question le fait d'avoir gardé Bruno Fernandes. C'est pas que je l'aime pas, je suis pas ingrat. C'est juste que dans ce moment-là, dans ce moment difficile, sans Coupe d'Europe, je pense que c'était le bon moment pour se séparer de Bruno Fernandes. Parce que Manchester United est devenu un club ultra dépendant du joueur. Ok, c'est un joueur créateur qui va te créer beaucoup d'occasions dans un match. Mais des joueurs créateurs, justement, on a amené Cunha, Bemou aussi c'est un joueur créateur, on a Zirkzee, on a Ahmad. Donc c'était le bon moment pour moi de faire la transition. Parce que si on va garder Bruno Fernandes au jour d'aujourd'hui, d'ici 2 saisons, ou voire même l'année prochaine, on va forcément se séparer de lui. Parce que le joueur, il prend de l'âge, il y a l'Arabie Saoudite qui fait le forcing pour le recruter, et au bout d'un moment, il va accepter. Et imaginez ce moment-là, Manchester United se retrouve en Coupe d'Europe, ça va être compliqué de remplacer un Bruno Fernandes. Alors que si on le fait maintenant, il ne va pas y avoir une grande conséquence. Et surtout, il allait nous rapporter un sacré somme. C'est surtout ça, en fait. Donc, voilà. Je suis d'accord sur ce fait-là de recruter un 6 expérimenté. Mais il faut absolument que c'est un 6 qui est compatible avec Bruno Fernandes de 1. Mais aussi un 6 qui a les jambes pour couvrir. Et je pense que oui, Kimmich, ça peut être ce profil-là. Mais il ne va jamais quitter le Bayern pour Manchester United. Je suis sûr à 99%, les gars. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Chaika Bouya Nyang. Excuse-moi si je prononce mal. Du coup, il nous dit, depuis lors, on parle beaucoup des attaquants. Et si on parlait d'un nouveau gardien, pas de Onana ni de Martinez, mais un nouveau profil. C'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup de gardiens. Et surtout, ça aussi, c'est un des problèmes de Manchester United. Les gars, moi, je peux vous garantir une chose. Cette saison-là, où on a fini 15e, je peux vous garantir une chose, si on avait Deria, on n'aurait pas fini 15e de Première Ligue. On aurait peut-être fini dans le top 10. Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. Parce que quand on avait Deria, quand on finissait dans le top 5, etc., le jeu, il était pourri. Comme maintenant. Mais justement, on avait un grand Deria qui faisait arrêt sur sa ligne, qui faisait pas beaucoup de bourdes. À l'époque déjà, où on finissait à 3e, 4e,
C'était pas avec du grand jeu. On avait peut-être un sursaut d'orgueil de Rashford en attaque, on avait juste Bruno qui faisait le jeu, et on avait Derea qui faisait les arrêts sur la ligne. Sachant qu'à cette époque-là, on jouait quand même avec un double pivot défensif, Maguire, Lindelof. Et pourquoi on a fait un bien meilleure saison, justement? C'est parce qu'on avait Derea. Et je suis sûr, tu enlèves Onana sur la saison qui vient de finir là, tu mettais Derea à la place, on aurait fini dans le top 10. Je dis pas top 5, top 10, à la 10e place, 9e, etc. Évidemment, les gars, c'est pas le seul problème de Manchester United, mais c'est un des problèmes de Manchester United, justement. Pourquoi? Parce que Onana, c'est un gardien de but qui est lent, qui n'analyse pas la situation. C'est-à-dire que s'il y a une frappe, le gars il va avoir tendance à anticiper la frappe, sauf que si la frappe elle est déviée, but. Autrement dit, c'est un gardien qui ne juge pas les trajectoires de frappe. Il a trop tendance à anticiper. Et avoir trop tendance à anticiper, ça te pousse à commettre des erreurs. Par exemple, en Ligue des Champions face à Galatasaray, sur ce coup franc où il a anticipé, et il a mal anticipé justement la balle, parce que la balle rebondit et il se prend un but. Le même but face à Lyon, sur le coup franc de Almada. On se rappelle tous. Moi, quand j'ai vu le coup franc de Almada, j'ai pensé à qui directement? Le match de Galatasaray. Et je me suis dit quoi? Ce gars-là, il apprend pas de ses erreurs. Tu peux commettre l'erreur. Parce que tu es un être humain, tu commets l'erreur. Mais justement, l'erreur que tu as commise doit te servir de leçon. Et surtout, Onana, c'est plus un leader. C'est pas un leader. Pourquoi je dis cela? Parce que tout le monde le critique. Matic l'a critiqué. T'es le pire gardien, etc. Et derrière, le pire, c'est qu'il n'a pas un sursaut d'orgueil pour faire taire un Matic. Il donne tout à fait raison à Matic. Finale face à finale d'Europa League face à Tottenham. Il s'est embrouillé avec Casemiro. Casemiro qui lui disait « Tais-toi, t'es nul ». Tout le monde lui manque de respect. Donc je pense qu'il est temps pour lui de partir. Et ça, je ne comprends pas pourquoi le club veut le garder. Parce qu'apparemment, il a eu un entretien avec le board, ses représentants. Et apparemment, le board lui a assuré qu'il va rester à Manchester United. Mais ça, je pense que c'est juste une mise en scène. Parce que si vraiment il va rester à Manchester United, pourquoi Manchester United explore d'autres pistes? Parce que je suis désolé, si Manchester United le garantit vraiment qu'il va rester à Manchester United ne va pas explorer les pistes de Emiliano Martinez, etc. Ça montre juste que le board n'a pas confiance en lui, mais vu qu'on n'a pas les sous, on doit faire avec une saison de plus. Du moins si on n'arrive pas à vendre quelqu'un. Donc voilà. Il y a une chose aussi, c'est que... comment il s'appelait déjà? Tom Heaton. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Donc, évidemment, c'est en tant que troisième gardien. Et Jason Wilcox, il est revenu justement, il a expliqué leur décision de garder Tom Heaton une saison de plus. Le leadership et l'expérience de Tom Heaton sont très importants pour le groupe et nous sommes donc heureux qu'il fasse à nouveau partie du groupe la saison prochaine. La mentalité de Tom et sa capacité à être toujours prêt à jouer lorsqu'on fait appel à lui font de lui le complément parfait de notre groupe de gardiens de but. Voilà. Ça, c'est leur justificatif à cela. Moi, ça me dérange pas qu'il reste, les gars, parce que oui, je vois plein de gens sur les réseaux qui disent « Ouais, mais il aurait dû partir, etc. » Les gars, c'est le troisième gardien de but. Le troisième gardien de but, c'est à la limite, on s'en fout un peu. Il est expérimenté. Il va transmettre ses compétences et son savoir-faire aux nouveaux, aux petits jeunes. Moi, je trouve que c'est intéressant de le prolonger. Et surtout, c'est un enfant du club. C'est le troisième gardien. Il ne va pas jouer tout le temps, voire pas du tout.
Donc moi, ça me dérange pas qu'il prolonge au club. Donc, autre piste justement que Onana et Emiliano Martinez, c'est Marco Carnesecchi. Je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, c'est le gardien de but de Atalanta Bergame. Très très intéressant. Il va vite au sol. Il fait vraiment des arrêts de dingue. C'est un joueur avec beaucoup de vision. Il anticipe bien par rapport à André Onana. Il se couche vite et il a une prise de décision rapide. Et il repousse bien aussi la balle parce qu'on a vu ça cette saison avec Onana. Quand il y a une grosse frappe, le joueur il a tendance à dévier la balle dans l'axe, chose qu'il ne faut pas faire, surtout quand tu es gardien de but de métier. Relâcher la balle dans l'axe, c'est ultra dangereux. D'ailleurs, dans les académies de football, on apprend aux gardiens de but de repousser la balle, si tu n'arrives pas à le capter, de repousser la balle soit sur les côtés, soit en corner. Mais jamais lâcher la balle dans l'axe. Et on l'a vu cette saison, hein, quand on s'est pris des buts justement à cause de cela. Face à Tottenham, je pense que c'était un match de FA Cup où il a relâché la balle dans l'axe. Face à Ipswich aussi, il me semble. Il a relâché la balle dans l'axe. Suite à le jour où Dorgu il a pris un rouge, il me semble. Je suis pas sûr. Mais à plusieurs reprises. Je dirais à peu près, les gars, 5 ou 6 fois cette saison, il a relâché la balle dans l'axe. Même plus encore. Hein. Là, 5 ou 6 fois, c'est pour être gentil. Chose qu'il ne faut pas faire. Et lui, justement, Marco Carnesecchi, là, il a tendance à dévier la balle sur les côtés. Donc, c'est vraiment un gardien de but très, très intéressant. Et c'est aussi grâce à ce joueur-là que Atalanta a fait une bonne saison. Et c'est un profil vraiment intéressant qui intéresse fortement Manchester United. Et d'ailleurs, Manchester United, selon les sources, mais voilà, c'est encore à prendre avec des pincettes, c'est des rumeurs qui circulent, les gars. Mais vous voyez, hein, si la rumeur, elle persiste à chaque fois, c'est que quelque part, il y a un fond de vérité. Et là, ça fait déjà à plusieurs reprises. Je me rappelle, la première fois où j'ai parlé de ce gars-là, c'était il y a une semaine. Dans une de mes vidéos, j'ai présenté ce gars-là, qu'il faisait partie des options de Manchester United. Et ça revient aujourd'hui, ça revient. Et cette fois-ci, Manchester United sera prêt à payer 34 millions de livres sterling pour recruter le gardien de but. Mais encore une fois, la venue de ce joueur-là, ça dépendra de la vente de André Onana. Et c'est là, les gars, que je comprends pas. Parce que d'un côté, on nous dit que Onana, il a eu une réunion avec le board pour savoir s'il va rester ou s'il va partir. Et d'un autre côté, tu as des informations qui circulent comme quoi United espère d'abord vendre Onana pour pouvoir recruter un autre gardien de but. Donc, à voir. Ou peut-être, je me dis aussi, peut-être qu'une vente de Bayindir suffira à faire venir ce gars-là. Et du coup, on va avoir une espèce de concurrence entre celui-ci et André Onana. Dans ce cas-là, on va se dire, et je pense d'ailleurs que ça va être une concurrence saine parce que les deux joueurs, ils vont se pousser à donner leur meilleur sur le terrain. Autrement dit, si Onana il fait des bourdes, boum, sur le banc, et lui il devient titulaire. Je me dis que c'est possible aussi au fond ce genre de deal-là. Mais je pense plutôt que on part plutôt sur une vente de Onana pour pouvoir recruter ce gardien-là. Donc voilà les gars, au final, il y a pas mal de gardiens que Manchester United surveille. Lucas Chevalier, maintenant ce gardien de Atalanta Bergame. Il y a Emiliano Martinez, il y a Sean Lemers, James Trafford, John Suzuki, le gardien de but de Francfort, et il y avait aussi Garcia. Mais Garcia, il a signé au Barça. Il y a pas mal de gardiens de but que Manchester United surveille. Donc, à voir qui va venir. Donc, voilà les gars. Et du coup, en tout cas, pendant cette mini-vacances, ça travaille dur côté joueur Manchester United. C'est même pas la reprise, les gars, mais ça travaille dur. Ça poste des vidéos sur Instagram
que ça travaille dur. Il y a Ugarte qui a posté aussi en train de travailler. Et évidemment, il y a aussi cette vidéo de Kobe Mainu et de Lenny Yoro. Les deux là, les gars, pourquoi justement j'ai décidé de discuter de cela, c'est que les deux, ils font des exercices de prise de masse musculaire. Ils font beaucoup de musculation pendant cette trêve, pendant cette période de vacances. Et évidemment, si on regarde bien sur ces photos-là, on voit que Kobe Mainu, il a pris du muscle, que ce soit sur l'avant-bras, sur le corps. Pareil pour les Yoro. Donc, ils sont vraiment en train de développer leur corps. Est-ce que c'est quelque part, c'est pas un message de Ruben Amorim, justement, à ces deux joueurs-là, de travailler leur corps, de faire une prise musculaire? Parce que les gars, si vous regardez bien toutes les vidéos qui circulent, t'as Dorgu, j'ai regardé sa vidéo où il portait justement le maillot de l'AS Roma lors de son entraînement, qui travaillait les tirs. Je le voyais beaucoup travailler les tirs, les centres. Ugarte, c'était plutôt des travails de slalom là entre les plots, de conduite de balle. T'as aussi Ariamas qui a travaillé les frappes et la conduite des balles. Et t'as Obishido sur la vidéo qu'il a postée, qui travaille aussi les prises d'appui, les frappes. Et comme par hasard, t'as justement Lenny Yoro et Kobe Mainu qui sont à la salle en train de travailler leur musculature. Moi, quelque part, je me dis que justement, c'est un message que Ruben Amorim a transmis à ses joueurs. Les gars, pendant ces vacances, travaillez vos points faibles. Lenny Yoro, Kobe Mainu, vous devez travailler vos muscles. Comme ça, dès la prépa d'avant-saison, vous aurez les muscles qu'il faut. Parce que les gars, si moi je regarde ça, surtout Kobe Mainu, vous voyez ce muscle-là? C'est quelque chose qu'il n'avait pas l'année dernière, la saison dernière. Et justement, devinez quoi? Sur quoi j'ai critiqué Kobe Mainu la saison dernière? J'ai dit qu'il était trop gentil, qu'il se fait bouger facilement dans les duels physiques. Donc, quelque chose qu'ils ont ciblé, ils travaillent là-dessus. Et ça, j'aime beaucoup, ce genre de mentalité. J'aime beaucoup. Malgré qu'ils sont en vacances, ils travaillent. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de présenter ce genre de niveau à Manchester United. Ça montre aussi l'ambition des joueurs. Et ça, j'aime beaucoup. Je suis désolé, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, nous allons finir maintenant par le piste de milieu de terrain qui revient souvent aussi. Parce que Félix Mecha, rappelez-vous, j'avais déjà parlé de ce joueur-là, comme quoi Jason Wilcox était fan du joueur et que justement il souhaiterait faire venir ce joueur-là à Manchester United. À l'époque, j'avais parlé de lui et de Delap. Jason Wilcox voulait faire venir ces deux joueurs-là. Et là, justement, ça a pris de l'ampleur encore une fois parce que l'intérêt de Manchester United pour Félix Mecha est toujours disponible. Et d'ailleurs, Manchester United serait prêt à formuler une offre cet été. On parle là plutôt de 48 millions à peu près, environ. Donc voilà, moi je trouve vraiment que Mecha, j'ai regardé quelques vidéos, parce que forcément je connais pas Dortmund, je regarde pas les matchs de Dortmund. J'ai regardé quelques vidéos du gars, c'est un gars qui a vraiment une grosse volume de jeu, une grosse qualité, une grosse palette technique aussi, et je pense que c'est vraiment un milieu de terrain qui peut être intéressant à Manchester United. Mais encore une fois, pour moi, Félix Mecha, c'est un 8, c'est pas le 6 destructeur. Moi je trouve que ça pourrait être intéressant avoir un Ugarte Mecha au milieu de terrain. Parce que évidemment Mecha aussi il a des qualités de récupération de balles. Mais pour moi c'est plutôt ça, mais pas Mecha Bruno Fernandes. Moi je trouve pas que c'est compatible Mecha et Bruno Fernandes. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées aussi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un Mecha et Félix Mecha et Bruno Fernandes soient compatibles au milieu du terrain? Moi j'y crois pas les gars, je pense pas. Parce que pour moi, à côté de Bruno Fernandes, il faut vraiment ce chien de casse, c'est ce milieu de terrain destructeur. Et surtout, ce milieu de terrain destructeur qui soit bon dans les relances. Au final, un profil comme Casemiro, mais un Casemiro avec
les jambes de ses 20 ans. Ça, c'est le profil idéal. C'est le profil idéal. Mais est-ce que Mécha, il est capable justement de remplir ce rôle-là? Donc voilà, j'ai des doutes là-dessus. Sur ce, l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.